Merci beaucoup. Ouais, aujourd'hui, on va parler de ce sujet, donc la mesure et l'optimisation de la performance e-commerce avec Matomo et Looker Studio. Je vous présente rapidement la table des matières. Du coup, on a trois parties. La première qui traite vraiment de la mesure de perf digitale avec deux sous-parties, la préparation et la mise en place. La seconde sur l'optimisation de la perf digitale, méthodes et outils. Et enfin, les méthodes d'utilisation de la donnée Matomo avec Looker Studio. Rapidement, pour me parler un tout petit peu de moi, je fais de la web analyse depuis une dizaine d'années, sur Matomo depuis 2020. Et j'ai eu la chance, grâce à Romain Charbonneau, d'écrire sur le sujet, sur un livre qui est paru en 2023 aux éditions ENI. Alors, sur cette première partie de mesurer la performance digitale, en intro, parce que je pense que c'est important de parler de ce que c'est que la notion de performance, parce que je me rends compte que bien souvent les gens sont pas au point sur ce truc. Ils disent faire de la web analyse. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on fait de la mesure de performance digitale et de l'optimisation de la performance digitale. Donc, ça nécessite de définir ce que c'est que la performance. La performance, c'est le degré d'atteinte d'un objectif mis en parallèle avec les ressources investies. Donc, c'est une définition un peu complexe à première vue, mais en réalité, ça nous pose le cadre que si on fait de la mesure de perf, du coup, si on fait de la web analyse, ben, il faut qu'on se penche sur la question des objectifs. Et là, aujourd'hui, on parle des objectifs e-commerce. Donc, dans la préparation, moi, j'ai tendance à dire souvent qu'on ne va pas mettre les mains dans les outils tout de suite. On va plutôt s'asseoir et réfléchir un petit moment. Donc, même si on fait de la mesure du e-commerce, qui peut paraître simple, ben, on mesure le e-commerce, mais en fait, il y a d'autres choses à regarder, et notamment, il y a des options qui nous sont proposées en matière de tracking. Donc, le premier point qu'on va établir, c'est quels sont les éléments qu'on veut mesurer. Ensuite, on va configurer l'outil pour qu'il collecte la donnée proprement, parce que du coup, si on collecte une donnée qui n'est pas exploitable, bah, on ne peut rien faire avec. On va faire la liste des plugins. Alors là, on parle de Matomo auto-hébergé. Hein. Si vous êtes sur du Matomo Cloud, cette étape-là ne va pas forcément vous intéresser. Ensuite, on va recenser les rapports personnalisés qui vont être nécessaires à faire nos custom reports, nos rapports justement dans Looker Studio. On va préparer les segments parce que, pareil, si on fait de la web analyse sans segments, ça va être compliqué. Et on va également faire la liste des alertes dont on pourra avoir besoin pour les configurer dans l'outil. Donc, choisir les éléments à mesurer. Alors, je dis que c'était Google Analytics 3 et Enhanced E-Commerce, pour ceux qui ont connu, c'était quand même pas mal. Il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait mesurer. Donc, voilà, on peut en faire un certain nombre dans Matomo. Alors, par exemple, est-ce qu'on veut mesurer la vue d'une page de détail de produit? Est-ce qu'on veut mesurer la vue d'une catégorie? Est-ce qu'on veut mesurer la mise à jour du panier? Est-ce qu'on veut faire le suivi des commandes? Ça, c'est la base, hein, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'on a besoin de dimensions personnalisées de scope produit? Alors là, du coup, ça n'existe pas dans Matomo. Est-ce qu'on veut suivre l'affichage et les clics sur des bannières promo? Donc voilà, déjà, on commence par ça et on se pose la question de savoir ce qu'on a besoin et pour après passer à la mise en place de l'implémentation en elle-même. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment important de refaire un petit tour là-dessus. Donc, il y a des questions de protection des données à caractère personnel. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller anonymiser les ID de commande. Ensuite, et ça c'est pareil, j'insiste là-dessus parce que je vois souvent des choses assez incroyables dans la configuration des éléments mesurables. On va supprimer les fragments d'URL. Bon, ça c'est un paramètre par défaut, mais comme parfois il y a des gens qui savent pas forcément à quoi ça sert, ils le conservent. Alors je dis pas qu'il y en a jamais besoin, je dis juste qu'il faut se poser la question et que le cas échéant, faut le supprimer. Supprimer les paramètres d'URL, tout simplement parce que si on le fait pas, ça va compliquer grandement l'exploitation des rapports. Exclure les IP internes, exclure les user agents, exclure les référents qu'on doit exclure, et par exemple les plateformes de paiement, activer bien sûr le suivi du e-commerce et désactiver le journal des visites et le profil du visiteur. Ensuite, dernier point pour nous faciliter les choses, on va ajuster le tag Matomo.
si on utilise un autre domaine ou un sous-domaine pour passer de la plateforme e-commerce jusqu'à la plateforme de paiement. Vous avez un site A et shop.a. quelque chose, il faut penser bien sûr à ajuster le tag pour qu'on puisse conserver l'intégralité de la visite. Alors, lister les plugins incontournables, il y a des plugins gratuits, il y a des plugins payants. Donc, je vous invite fortement à vous pencher sur Tag Manager Extended, qui va vous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments supplémentaires dans votre Tag Manager, Matomo. Le plugin Invalidate Reports, le plugin Marketing Campaign Reporting et le plugin Custom Alerts. Alors, c'est pas exhaustif, hein. Là, pareil, je vous invite vraiment à vous pencher sur le store Matomo, regarder les éléments les plus populaires et vous demander si vous n'avez pas besoin d'en mettre certains en place, certains plus techniques, peut-être. Je pense à Queue Tracking, par exemple. Dans les plugins payants, il me semble absolument évident que vous devez avoir le plugin Custom Reports. Je pense qu'il faut également avoir le plugin Funnels, User Flow, Form Analytics, Heatmap Session Recording et A/B Testing. Alors, voilà, sur la partie A/B Testing, on y viendra après. Il y a d'autres outils qui peuvent faire le job, mais après, pour commencer, pourquoi pas utiliser la solution proposée par Matomo. Recenser les rapports personnalisés nécessaires, ça c'est pareil, ça va vous structurer l'approche, ça va vous obliger à documenter aussi tous vos rapports personnalisés. Ça sert à plusieurs choses, à démontrer que vous travaillez, à démontrer la valeur de votre travail, le temps passé, et aussi à vous faciliter la vie pour différencier les choses, les classer, les retrouver facilement. Donc, je vous invite à commencer avec un rapport tout simple, qui va vous créer, qui va servir de base pour vous créer vos segments, par exemple, parce que vous voyez que là, j'ai combiné 3 dimensions, le type de visite, le type de périphérique et le type de canal, et tout de suite, je vois avec le total de valeur de commande quel est le segment d'audience qui me rapporte le plus de chiffres. Alors, sur cet exemple, j'ai pas d'autres métriques, comme par exemple le nombre de visites, qui me permettrait de calculer la valeur moyenne de la commande, ou j'ai pas rajouté d'autres métriques, mais déjà, vous avez 2 valeurs possibles pour le type de visite. Vous en avez, mettons 3, il y en a plus, mais disons 3 pour le type de périphérique, ça vous fait déjà 6 segments. Et en type de canal, vous en avez au moins 5, donc ça vous fait 30 segments. Donc 30 segments, vous avez tout de suite une vision sur qui est performant ou pas en termes d'audience sur votre site web. Ensuite, justement, puisque on a vu grâce à notre rapport personnalisé quels pouvaient être nos segments, pareil, je vous engage vraiment à faire la liste des segments qui vous seront nécessaires, de la même manière de les préfixer, de les catégoriser, de les ranger. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les préfixer avec un numéro, parce qu'il y a dans les clients avec lesquels je travaille des gens qui travaillent uniquement avec 1 ou 2 segments, et donc plutôt que de taper le nom de leur segment, ils tapent 001 ou 007 ou 8, et ils arrivent directement au segment qui les intéresse. Ensuite, pareil, les alertes. Quelles sont les alertes que vous voulez déclencher? Vous laissez pas surprendre, parce que si vous mettez pas ça en place, vous allez avoir du mal à détecter si un segment sous-performe, si votre site fonctionne moins bien, si vous avez une partie de votre tracking qui a sauté. Donc, pareil, dans le travail de préparation, je considère que ça fait partie des assets digitaux Web Analytics qu'il faut prévoir et documenter afin d'avoir un suivi sérieux. Et là, typiquement, vous pouvez mettre des alertes sur à peu près tout ce que vous voulez en termes de modification des métriques. Donc, pareil, ça contribue à valoriser votre travail et à être proactif pour pas qu'on vous dise ou que vous vous rendiez compte au bout d'une semaine, parce que c'est la période des fêtes de fin d'année, que le tracking e-commerce il a sauté et que du coup personne ne l'a vu et que personne n'a réagi. Histoire vécue. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir passer à la partie de mise en place, donc de mesure de performance digitale. Donc on va installer et configurer les plugins incontournables, on va implémenter le tracking, configurer les custom reports, configurer les segments et vérifier la bonne collecte des données.
Donc, comme je le disais, allez voir Tag Manager Extended. Prenez les custom reports qui vont vous permettre de combiner les dimensions et les métriques selon vos besoins, alors avec un certain nombre de limitations, hein, notamment le fait que vous ne pouvez pas combiner dans un custom report plus que 3 dimensions, mais j'ai envie de dire c'est déjà ça. Le plugin Invalidate Reports qui porte pas forcément très bien son nom pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine technique, je l'appellerais plutôt obtenir la donnée historique, mais c'est pas très joli pour un nom de plugin. Le plugin Marketing Campaigns Reporting pour avoir plus d'insights sur vos campagnes, pour rajouter plus de profondeur d'analyse, ça vous rajoute, comment dirais-je, des paramètres. Je crois qu'il y a campaign name qu'on a au départ et après campaign medium, et il devrait y en avoir un troisième. Enfin bref, vous obtenez beaucoup plus de choses avec ce truc-là qui est gratuit, donc il ne faut pas s'en priver. Sur la partie implémentation du tracking, rien de compliqué, utilisez la méthode FTFI pour Follow the Fucking Instructions, qui ont été gentiment documentées par notre ami Ronan Hello. Donc je ne vais pas refaire moins bien que lui l'explication de comment on implémente le tracking e-commerce Matomo avec un data layer et Matomo Tag Manager. Je vous engage à aller directement sur son site, sur la page que j'ai indiquée ici pour aller voir comment on fait. Et si vous êtes assez concentré, vous devriez vous en sortir sans trop de difficultés. Pour la configuration des custom reports, alors vous pouvez aller vers des choses comme référence de commande, type de visite, type de canal, total de valeur de commande en métrique. Étant donné que dans Matomo, on ne peut pas combiner plus que 3 dimensions, l'intérêt d'utiliser Google Looker Studio va être justement dans la réconciliation de plusieurs custom reports basés sur une dimension commune. Je m'explique. Vous allez par exemple vouloir avoir référence de commande, type de canal, type de visite, mais vous voudriez peut-être aussi avoir pays, ou alors type de device, ou alors toute autre dimension de scope visite. Et ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer autant de custom reports que nécessaire, avec comme clé de réconciliation la référence de commande. Ce qui fait qu'après, dans Looker Studio, vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité de combinaison de sources de données, et du coup, artificiellement recréer ce que Matomo n'est pas capable de faire dans le plugin Custom Report lui-même. Même chose, après, je pense que vous êtes au courant, mais ça fait toujours pas de mal de se le redire. La donnée, si vous êtes sur de l'auto-hébergé, et qu'il n'y a pas de contre-indication qui a été faite à la base, vous n'aurez de données qu'à partir du moment où le rapport est créé. Donc pour ça, il vous faut le plugin qui vous fournit la donnée historique, et donc à nouveau le plugin Invalidate Reports. Voilà, configurer les segments, donc ceux dont on a parlé tout à l'heure, ceux auxquels vous avez réfléchi et qui sont pertinents pour vous. Le principe de fonctionnement, c'est que une fois que vous appliquez un segment, tous les rapports standards de l'outil sont filtrés selon les critères que vous avez définis dans le segment. C'est valable aussi pour les rapports personnalisés. Donc, à nouveau, comme on fait du e-commerce, on fait la mesure de perf e-commerce, on va avoir des segments du type visite par type de canal, visite avec transaction, visite sans transaction, visite avec un panier à tel niveau. Évidemment, quand vous utilisez des segments, vous allez, l'intérêt du segment, c'est aussi de comparer les segments entre eux, et Matomo vous permet de faire ça. Donc là, typiquement, vous pourriez vouloir comparer les gens qui sont sur desktop et les gens qui sont sur smartphone pour voir s'il y a des écarts de performance entre les deux segments. Autre point qui est un point absolument capital dans ce truc d'essayer de mesurer la performance e-commerce, vérifier la collecte des données. Alors ça, c'est de la recette, hein, c'est du test unitaire, donc vous pouvez le faire de 3 manières différentes. Avec le navigateur, donc vous allez dans la console, vous allez dans le réseau, et au moment où vous validez votre transaction, vous allez filtrer votre réseau avec ID goal equals 0, puisque c'est avec ce paramètre-là que Matomo va mesurer le e-commerce. Vous pouvez utiliser un plugin dans Google Chrome. Moi, j'utilise assez fréquemment Omnibug, que je trouve plutôt pas mal, parce qu'il permet de filtrer aussi par type d'outils de web analyse. Et puis, vous avez des solutions propriétaires qui sont plutôt
pas fait pour du test unitaire, mais plutôt pour faire ce qu'on appelle comment dirais-je, du data quality management, donc de l'observation en temps réel ou à échéance prévue de votre data layer et de vos tags. Donc sur la partie mesure de performance, voilà globalement les étapes par lesquelles il faut passer pour collecter une donnée e-commerce correcte et pouvoir exploiter ce que vous collectez. Maintenant, on passe à la partie optimisation de la perf, parce que bien évidemment, on ne mesure pas la performance digitale pour simplement mettre ça dans un dashboard. On le mesure pour établir des seuils de performance qu'on veut atteindre. Et du coup, l'idée derrière, c'est d'améliorer une performance A qui serait inférieure à une performance B. Donc, la méthode. Le point de départ, c'est identifier les écarts de performance. Donc, pourquoi est-ce que le segment A convertit à 10% et le segment B convertit à 5%? Donc, pour ça, on va utiliser notamment la fonctionnalité de segment comparé de performance. Et après, une fois qu'on va avoir trouvé cet écart, on va formuler une hypothèse pour expliquer. Ensuite, on va essayer d'utiliser des outils spécifiques pour étayer l'hypothèse. On formule une hypothèse de test, on met en place un test AB, et si une version se dégage, une version gagnante, eh bien, on met en place une personnalisation. Donc là, je vous ai mis un exemple concret de ça. Identifier les écarts de performance. Donc là, vous voyez clairement que j'ai segment toutes les visites et segment mobile. Donc on voit bien que le taux de conversion de toutes les visites et le taux de conversion du mobile n'est pas le même. On a 2 points quasiment d'écart entre mobile et toutes les visites. On voit que c'est pas uniquement en ce qui concerne le taux de conversion, mais aussi en ce qui concerne la valeur moyenne d'une commande. Donc ça se voit très bien dans le revenu par visite. Donc là, on a trouvé un écart de performance. Donc l'étape d'après, c'est vraiment se formuler une hypothèse qui explique cet écart. Donc mon hypothèse, c'est les visiteurs sur mobile achètent moins que sur desktop parce que l'authentification n'est pas optimale sur mobile. Alors ça, c'est valable pour le taux de conversion, mais est-ce que c'est valable pour la valeur de la commande? Je ne sais pas. Il faudrait que j'écrive une hypothèse pour expliquer pourquoi la valeur de commande est moindre. Donc là, je vous invite à utiliser un modèle d'observation. Ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'analyse heuristique, c'est-à-dire qu'on va regarder à l'œil nu ce qui nous semble être une explication pour une mauvaise performance. Donc, ce que je fais, moi, généralement, c'est que je liste le modèle de page, je déclare en français dans le texte quel est l'objectif de la page, et ensuite, je vais pointer des éléments pour expliquer un problème de performance. Donc, par exemple, ici, on voit que sur la première ligne, on est sur la home page. Au-dessus de la ligne de flottaison, le menu qui est censé orienter les visiteurs n'est pas présent, sauf si les gens scrollent. Et donc là, la métrique qui était observée, c'est le taux de rebond. Donc, on avait un taux de rebond très, très mauvais. Donc, si j'affiche immédiatement le menu sans que les gens soient obligés de scroller, je vais améliorer l'engagement, à savoir le taux de rebond, le taux de scroll, le taux de sortie et les taux de clic sur les boutons d'engagement. Et donc là, je vous encourage vraiment à faire la même chose pour tout ce qui est e-commerce. Donc, en partant de situations que vous auriez découvertes, comme ce qu'on a vu juste avant, qui est en mobile, les gens convertissent moins, apprenez votre téléphone mobile, faites votre parcours de conversion et puis listez l'ensemble de ces points pour ensuite essayer de mettre en place des solutions. Donc vous pouvez aussi, l'analyse heuristique est un point de départ, mais vous pouvez aussi utiliser des outils spécifiques pour appuyer votre hypothèse. Donc vous pouvez utiliser notamment la fonction de Session Recordings présente dans Matomo, qui va vous permettre de regarder en vidéo les parcours de vos utilisateurs. Et une fois que vous avez formulé votre hypothèse pour expliquer la contre-performance, vous allez formuler une hypothèse de test. Donc ça consiste à utiliser une tournure de phrase spécifique, comme celle qui est là. Si je mets en place un SSO avec Google ou Facebook, alors les utilisateurs mobiles convertiront plus. Et donc, une fois que j'ai cette hypothèse-là, je mets en place un test AB. Donc là, la feature native de Matomo a
l'avantage d'inclure cette notion d'hypothèse. Donc là, on voit, si je change la disposition des cases, les utilisateurs auront plus de possibilités pour s'inscrire, avec une description, un effet minimal détectable attendu, un seuil de fiabilité. Donc l'outil à ce plan est plutôt bien pensé. Et ensuite, s'il y a une version gagnante de test, bah, vous mettez en place une personnalisation avec la fonctionnalité personnalisation de Matomo. Et ben non, en fait, il n'y a pas de fonctionnalité personnalisation dans la brique A/B testing de Matomo, ce qui m'amène à dire soit vous utilisez un outil tiers qui est capable de faire la personnalisation, soit vous commencez à faire du testing avec Matomo et vous investissez après dans un outil dédié qui vous permettra notamment de faire du drag and drop, enfin, de faire des changements assez simples, de mettre en place des tests assez facilement, puisque la fonction native de Matomo a également l'inconvénient de ne pas vous permettre de faire des changements simples et donc de devoir demander à ce qu'une version particulière de la page soit développée pour rentrer dans le cadre du test. Donc les outils qui vont vous être utiles, il y a le Users Flow de Matomo qui est hyper intéressant aussi parce que ça vous permet de comprendre en un coup d'œil les parcours principaux. Alors, pas les parcours de conversion, hein, mais juste les parcours. Et là, si on regarde ce qu'on a sous les yeux, on voit tout de suite que la première page est la page d'accueil et qu'il y a un taux de rebond qui est assez fort. Donc, ça, pour les parcours qui commencent par la page d'accueil, ça va heurter votre taux de conversion, ça va heurter votre chiffre d'affaires, donc c'est vraiment pas quelque chose d'acceptable. Ensuite, vous avez aussi une autre fonctionnalité qui est intéressante, hein, qui vous permet cette fois-ci de visualiser les points de friction dans les parcours de conversion. Donc là, vous avez un parcours qui est fait en 2 étapes et on voit un taux de conversion du funnel à 9%. Donc ça, c'est intéressant parce que bien souvent, si on regarde juste le taux de conversion global, on arrive à des chiffres qui sont parfois inférieurs à 1%, donc ce qui peut être assez décourageant. Tandis que quand vous mesurez le taux de conversion d'un parcours, d'un funnel, vous avez des chiffres qui sont plus élevés et c'est peut-être un peu plus comment dirais-je, c'est peut-être un peu plus le reflet un peu plus fidèle d'une réalité, puisque on va pas prendre tous les gens qui ont rebondi, par exemple, sur une page de FAQ et les comptabiliser dans un taux de conversion, parce que ces gens-là, finalement, vous n'avez pas vocation à convertir. Donc, je vous engage à utiliser vraiment cette fonctionnalité qui a été rafraîchie il y a quelques mois, et du coup qui est assez bien faite. Et notamment, aujourd'hui, vous pouvez dans Matomo utiliser des funnels sans forcément qu'ils soient reliés à un objectif, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante, importante, que je vous engage à tester, si ce n'est pas déjà des choses que vous utilisez. Form Analytics, ça aussi, c'est un peu le parent pauvre des fonctionnalités qui sont proposées par l'outil dans les projets que moi je vois. Je pense qu'il y a énormément à faire, notamment sur les funnels e-commerce, puisque on sait bien que il y a 2-3 choses qui peuvent être bloquantes, à savoir l'identification, hein. Sauf que l'identification, c'est lié à la modalité d'identification. On a parlé du SSO tout à l'heure, mais c'est aussi lié à la création de compte. Et qui dit création de compte dit plusieurs champs dans un formulaire. Et donc ça, je pense que c'est une chose qui gagnera à être utilisée davantage dans le cadre de l'analyse des formulaires dans les parcours de création de compte, et également pour la suite dans le parcours, et notamment les adresses de facturation, adresses de livraison, enfin toutes les étapes qui incluent des champs. Je pense qu'il y aurait matière à regarder ce plugin, parce que là, par exemple, on voit 30,8% de taux de réexpédition. Alors, en français, c'est pas forcément réexpédition, mais ça, c'est la proportion de gens qui ont soumis le formulaire au moins 2 fois. Et si on regarde ce chiffre-là, on peut se poser la question, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a eu deux envois de formulaire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, du coup, descendre aussi en analyse.
Ce qui va nous intéresser, donc là c'est la vue globale, mais c'est aussi les champs abandonnés. Donc là sur le côté, on voit que clairement le champ title il est abandonné. Ce qui fait que si la personne cherche à valider le formulaire en ayant abandonné ce champ et qu'il est obligatoire, ça va générer une erreur et du coup ça peut avoir un impact sur l'expérience utilisateur. Heatmap et Session Recording, on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, ça vous permet d'identifier les problématiques de friction. Alors, pareil, moi j'ai tendance à penser que c'est des choses qu'on utilise avec parcimonie et dans le cadre uniquement d'écarts de performance identifiés et d'un cadre restreint dans la durée d'utilisation de ces choses-là. Mais pareil, je vous engage véritablement à vous pencher sur les fonctionnalités proposées par Matomo là-dessus et en tout cas à l'inclure dans votre routine d'observation de la performance dans vos données e-commerce. Donc même chose ici, utilisation du plugin d'A/B testing Matomo avec ici le rapport qui indique le résultat du test. Donc ici on voit que pour le moment il y a assez peu d'écart, mais que pour autant l'importance statistique n'est pas atteinte, et donc du coup qu'il faut davantage de visites. Mais voilà, vous avez de l'équipement pour vous permettre de tester des choses sur, par exemple, des fiches produits, typiquement changer la disposition des informations, remettre peut-être un call to action au-dessus de la ligne de flottaison s'il ne l'est pas, par exemple sur votre site en version mobile. Sur une page de famille, page de catégorie, tester un affichage de pages, un affichage avec 3 colonnes ou bien 4 colonnes de manière à agrandir la taille des images. Il y a énormément de choses qui sont possibles à différentes étapes de l'entonnoir de conversion. Alors, on va passer désormais à la partie sur Looker Studio. Donc, la méthode. J'ai relevé 2 méthodes principales pour pour connecter la donnée Matomo à Looker Studio, donc l'utilisation de Google Sheet et AppScript ou l'utilisation de plugins. Si vous utilisez Google Sheet et AppScript, vous prenez la donnée Matomo et vous l'exportez dans Google Sheet via l'API. Alors je mets chaque nu, mais ça peut être à un autre moment. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets un timer dans AppScript qui permet d'aller interroger l'API entre minuit et 1h du matin. Pour ça, il vous faut un token dans Matomo. L'avantage de ça, c'est que vous avez une donnée qui est froide et donc du coup vous n'avez pas votre Looker Studio qui va aller interroger directement votre Matomo et du coup votre donnée va être beaucoup plus rapide à charger. Comme c'est Google Sheet et que c'est Google Looker Studio, c'est 2 outils Google, donc la compatibilité entre eux est meilleure comparée à une interaction avec des plugins qui seraient pas de cet éditeur-là. Après, il y a un certain nombre de limites, et notamment le fait que dans Google Sheet, vous êtes limité à 10 millions de cellules. C'était 5 millions jusqu'à il y a quelques mois, je crois, et on est passé à 10. Mais pour autant, si vous avez énormément de données que vous voulez monter dans votre Google Sheet, vous allez et que vous êtes sur que vous regardez les choses à la journée, vous allez assez vite atteindre votre limite. Alors après, vous pouvez utiliser aussi dans l'API des paramètres pour ne faire apparaître que les colonnes qui sont essentielles, et ça, pareil, je vous recommande de le faire. Et je vous ai mis dans la présentation un tutoriel pour faire ça, et ça vient directement de Matomo. Ensuite, vous pouvez utiliser des plugins. Donc, il y a le plugin Matomo officiel que j'ai pas véritablement testé, juste peut-être 1 ou 2 fois, tout simplement parce qu'il est arrivé longtemps après le plugin qui est développé par la société View1 et que du coup les rapports étaient déjà configurés et que j'allais pas tout refaire à partir de zéro. Donc j'ai pas forcément un feedback très très dense à faire sur le plugin officiel. Sur le plugin View, je peux quand même dire que c'est un plugin qui est assez capricieux, mais après à l'usage, quand on le manipule, on finit par s'y faire et c'est pas aussi
aussi compliqué que ça. Voilà. Alors pour être totalement transparent avec vous, je n'ai pas fait plus que ça parce que je pensais que j'allais être court au niveau du temps. Et en réalité, je m'aperçois que non. Donc j'aurais pu aller plus loin sur la partie Looker Studio, mais j'ai vu qu'il y avait il y avait des séances qui étaient axées totalement sur Looker Studio. Donc bon, voilà, j'ai été un tout petit peu plus vite que prévu dans la présentation. Mais voilà, je n'ai pas d'autres points à aborder. Alors, je ne sais pas s'il y a une séance de questions qui sont prévues. Effectivement, il y a des questions qui peuvent être prévues. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, il y avait ma question, mais auquel Ronan a répondu. C'était quel était le coût de stockage des données dans les outils de Google pour justement les traiter et les visualiser. Je ne sais pas si tu as une réponse à cette question, mais en tout cas, Ronan m'a dit qu'il n'y avait pas de coût de stockage. Donc, je ne sais pas si tu as un avis toi aussi. Google Sheet, non, il n'y a pas de coût de stockage. Après, si on utilise d'autres choses, typiquement, si on utilisait du BigQuery, on aurait des coûts, mais Google Sheet n'est pas une solution payante. Après, voilà, c'est-à-dire que tout ça, ce sont des méthodes qui sont généralement utilisées par des sociétés qui ont une maturité en Web Analytics qui est assez faible. C'est une manière de les faire entrer dans le travail. Que ce soit utiliser Looker Studio avec AppScript et Google Sheet, que ce soit utiliser certaines fonctionnalités de Matomo, comme par exemple le plugin d'A/B testing ou Session Recording Heatmaps, parce que ça leur fait prendre conscience de l'intérêt de ces choses-là. Mais le Matomo, à mon sens, c'est un outil qui est très bien pour faire de la collecte, mais qui peut pas tout faire. Si on prenait par exemple Adobe Analytics va pas faire du X Analytics. Pour du X Analytics, il y a Content Square, il y a Clarity, il y a tout un tas de choses. Mais voilà, moi je pense que c'est très très intéressant de pouvoir commencer pour des clients qui ont une maturité Digital Analytics assez basse avec l'outillage proposé par Matomo. Et aussi des solutions gratuites de DataVis comme Looker Studio, AppScript, Google Sheet, sachant que après aussi les gens bien souvent ressentent le besoin de monter en gamme avec des outils dédiés, que ce soit des outils donc de DataVis, de personnalisation, d'attribution-contribution, de plein de choses, mais voilà, bien souvent on se fait opposer aussi le fait qu'il n'y a pas de budget pour des outils dédiés, donc on commence par voilà, ce scénario soit avec le plugin Matomo officiel qui est gratuit, soit avec AppScript, ou alors avec un plugin propriétaire, mais qui a un tarif relativement bas. Alors, j'ai une seconde question de Ronan Hello, toujours. As-tu des clients qui demandent de passer par un BigQuery avant de pouvoir traiter les données avant affichage dans Looker? Non, je n'ai personne qui s'est exprimé comme ça. Les gens disent que ils ont besoin d'avoir une donnée froide. Ils disent qu'ils ont des problématiques de performance, de chargement de leur rapport s'ils utilisent Power BI, s'ils utilisent Looker Studio. En fait, ils s'expriment pas avec le terme query. Enfin, c'est pas des choses qu'ils connaissent. Eux s'expriment sur un ressenti de il y a quelque chose qui va pas, il y a pas le niveau de performance qu'on attend, mais ils en sont pas non plus à avoir conscience des possibilités de cet outillage-là en particulier. Parce que voilà, les clients que j'ai aujourd'hui sont pas des gens avec une compétence élevée sur le sujet et même des équipes dédiées. Moi, j'interviens bien souvent avec des gens qui ont personne pour faire la web analyse et c'est moi qui m'occupe de ça et avec un temps limité. Donc voilà, j'ai pas de gens qui s'expriment de cette manière-là.
Très bien. Eh bien, merci Frédéric. J'attends quelques secondes pour savoir s'il y a encore quelques questions, mais je pense qu'on arrive au bout. Merci beaucoup pour ton travail que tu fais au quotidien et dans la communauté, et puis pour cette présentation. Et puis, on vous invite à aller contacter Frédéric, qui est plutôt disponible sur LinkedIn. Et puis également, je pense que tu vas rester un petit peu dans le canal pour discuter. Donc n'hésitez pas. Ça marche. Merci Valentin. Merci beaucoup. Au revoir.